Je ne veux pas demander au juge de la Cour suprême d'intervenir. On vous souhaite la bienvenue. La deuxième table ronde de la journée traitera du rôle des cours suprêmes en ce qui concerne les peuples autochtones. Nous nous concentrerons sur la Nouvelle-Zélande et le Canada. Nous allons également parler de la réconciliation. Nous avons un Le modérateur de la session, l'honorable Sébastien Gramont, a renowned scholar, an advocate. C'est un universitaire et il est juge de la Cour fédérale. Bienvenue à cette deuxième table ronde de la journée. On va se concentrer sur la Nouvelle-Zélande et le Canada. Nous avons des conférenciers de ces deux pays. Tout d'abord, nous avons Joe Williams, Cour suprême de la Nouvelle-Zélande. C'était le premier Maori qui a été nommé à la Cour suprême en 2019. Avant, il avait tout un parcours judiciaire. Il est devenu membre de la Cour d'appel. Il a une maîtrise de droit de l'Université de la Colombie-Britannique. On tient à le souligner. Mac de la communauté de Listugouche. Elle a commencé sa carrière ici même comme auxiliaire juridique du juge Bastarache. Elle enseigne aujourd'hui à l'Université d'Alhousie où elle est titulaire d'une chaire en droit et politique autochtone. Avant de devenir professeur, elle a travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet privé représentant principalement des communautés autochtones et elle fait toujours à temps partiel. Elle a récemment présenté un brillant argument en faveur de la juridiction autochtone devant la Cour suprême. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a été nommée Conseil du roi. Il y a trois thèmes qui se dégagent lorsqu'on va examiner le rôle des cours suprêmes à l'égard des peuples autochtones. Le premier est l'impact du système judiciaire sur les peuples autochtones. Deuxièmement, comment les cours suprêmes peuvent-elles créer un espace pour le droit autochtone? Et troisièmement, quelle est la raison entre les cours suprêmes et le Parlement et l'exécutif lorsque les droits des peuples autochtones sont en jeu? Nous aurons une conversation sur chacun de ces trois thèmes ce matin. Et il y aura également une période consacrée à la question. Vous pouvez utiliser l'outil en termes, les impacts du système de justice. On sait que les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale, dans les prisons et dans le système de protection de la jeunesse. Alors, je vais commencer en demandant à Naomi, qu'est-ce que la Cour suprême du Canada a fait pour réduire ces impacts? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça change le comportement des acteurs du système? Très bien. Premièrement, Gwe Wildasi Begisingisko, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, un peu de Mi'kmaq, je suis contente d'être ici. Puis, dans un autre part, merci à le juge en chef et la Cour pour m'inviter. Je suis tellement honorée d'être ici. Alors, pour la question, je dirais dans le contexte de la justice pénale, le geste le plus important probablement est l'interprétation que la Cour a donnée à l'article du Code criminel qui impose au juge, lorsqu'il prononce une peine à l'encontre d'un délinquant autochtone, de prendre en considération toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances. Alors, dans la règle Gladue, la Cour a déclaré que, bien que cette disposition ne puisse pas résoudre tous les problèmes auxquels les Autochtones sont confrontés dans le système de justice pénale, elles permettent aux juges chargés de la détermination de la peine de jouer un certain rôle dans la réparation des injustices en leur obligeant à prendre en considération les facteurs systémiques ou historiques uniques qui ont pu jouer un rôle dans la comparution du délinquant autochtone devant les tribunaux. Mais au cours des années suivantes, l'addition des juges des cours inférieures à la décision Gladue a beaucoup varié. En 2012, enfin, la Cour a été contrainte de rendre une décision pour réaffirmer sa position dans l'affaire Gladue dans un autre appel s'appelant Ipili. Ce faisant, la Cour a reconnu que l'arrêt Gladue n'avait
pas eu d'impact perceptible sur la réduction de la surreprésentation et que cela semblait en partie imputable à une mal-application fondamentale de la règle Gladue par certains juges des cours antérieures. Là, la Cour a donc clarifié l'approche qu'il fallait prendre et souligner le rôle important que les juges chargés de la détermination de la peine peuvent jouer pour tenir la promesse de l'article du Code criminel de réduire la surreprésentation des peuples autochtones. A-t-elle été efficace? Mais depuis Ipili, la surreprésentation n'a pas diminué, en particulier pour les femmes autochtones qui représentent 50% de l'ensemble des femmes incarcérées au niveau fédéral. De plus, la capacité des délinquants autochtones, même aujourd'hui, à obtenir des rapports Gladue reste très inégale selon la région de leur pays. Gladue et Ipili n'ont donc pas été la panacée pour la surreprésentation, mais cela n'était jamais été l'intention. Mais cela montre qu'il faut aller plus loin. À cet égard, il y a une partie moins citée dans la règle Gladue qui est une directive donnée par la Cour aux juges chargés de la détermination de la peine d'envisager des procédures et des sanctions appropriées compte tenu de l'origine autochtone des accusés. Comme l'ont souligné certains juristes, il s'agit d'une invitation à prendre en compte les ordres juridiques autochtones. Jusqu'à présent, cependant, cette partie de la règle Gladue a reçu moins d'attention. Dans le cas de la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection d'enfance, il s'agissait d'une autre situation où la Cour s'est engagée avec la solution du Parlement. En 2021, le Parlement a adopté une loi spécifique sur les services aux enfants et aux familles autochtones, établissant des normes nationales pour la prestation de services de protection de l'enfance et aux enfants et aux familles autochtones dans tout le pays, mais aussi reconnaissant également le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones pour élaborer leurs propres lois et à cet égard en établissant un cadre pour son exercice. La Cour, Sébastien avait identifié que j'étais ici, c'était la décision, la Cour a confirmé la validité constitutionnelle de cette loi et a donné des lignes directrices importantes pour sa mise en œuvre en s'appuyant sur le concept de l'honneur de la couronne. Il est un peu trop tôt quand même pour évaluer tous les effets de la loi, mais je sais que les gouvernements autochtones sont de plus en plus nombreux à élaborer leurs propres lois. À ce point, j'ai compté, cette semaine maintenant, il y en a 16 de cette loi couramment en vigueur. Je pense que ces évolutions contribuent à la reconnaissance croissante du fait que les solutions aux problèmes systémiques auxquels sont confrontées les populations autochtones doivent être adaptées à leur culture et dirigées par elles. J'en parlerai plus un peu plus tard. OK, merci beaucoup. Now, Joe, let me ask you the same question. J'aimerais vous poser la même question. Qu'a fait la Cour suprême de Nouvelle-Zélande pour remédier à l'impact du système judiciaire sur les Maoris? Ces mesures ont-elles permis de modifier le comportement des acteurs du système judiciaire au niveau local? Eh bien, il me faudrait une semaine pour répondre à votre question. Mais tout d'abord, Tau katoa. O tae mai nei au I te nukurua o te moana nui a kiwa ki konei ki kānata. Nō reire mihi ake ana ki te iwi nō rātau ngā ahi kā e tahu ana I runga I te mata o te whenua. Nō reira taku ariki Michelle. A kuranga tira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. I was raised on m'a élevé, on m'a appris à accueillir mes invités. Merci de m'accueillir chez vous. Je tiens également à remercier les peuples autochtones basés sur ces terres. J'ai un peu de décalage horaire. J'ai beaucoup
voyager. Difficile de traduire décalage horaire en maori. Lorsque j'ai dit cette phrase en maori, vous n'avez pas ri, ce qui me dit que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur de prendre la parole devant vous. Tout d'abord, il est important de signaler qu'il y a des enjeux communs entre vos peuples autochtones et les Maoris en Nouvelle-Zélande. L'histoire diffère, mais la symétrie est la même pour ce qui est de l'incarcération. 52% de la population carcérale est Maori en Nouvelle-Zélande. Si vous êtes 6 fois plus susceptible d'être derrière les barreaux si vous êtes Maori. You can see that Donc, vous pouvez voir qu'on surveille de près le Canada, souvent pour voir ce que le Canada fait dans ce domaine. Les problèmes sont assez semblables. Une des différences, c'est que nous n'avons pas d'unité distincte de compétences qui font l'application d'une certaine forme d'autogouvernement ou de gouvernement autonome possible. Ce n'est pas impossible chez nous, mais les circonstances dans mon pays font que les expressions d'autonomie gouvernementale sont plus organiques et moins nettes. Il y a certains avantages et certains désavantages à cela. Dans mon pays, dans un jugement récent, Birkeland, on a shippé un bon nombre d'idées de vos tribunaux, de votre cour plutôt. Alors, je sais que je vous ai attribué certaines notes en bas de page. Nous avons cité Gladue et Epili pour décrire comment, pendant le processus de la colonisation, le retrait d'une base de capitaux et d'autonomie de communautés ont eu des répercussions directes sur ceux qui ont perdu ces capitaux et dont on a retiré l'autonomie. Et donc, dès les années 50 ou 50, après à peu près un siècle de colonisation, la majorité des Maoris étaient pauvres. C'était des réfugiés économiques dans les régions urbaines parce qu'il leur restait plus de terre et vraiment alimentaient parfaitement le système de justice pénale. C'est le même profil qu'on trouve partout au monde dans ces situations. Alors, une des choses que Birkeland a dit suite à Gladue et Epili, c'est qu'il y a une contribution de cause entre ce récit de retrait des capitaux et de suppression de l'autonomie et les taux trop élevés de Maoris dans le système carcéral. C'est évident dans tout le monde colonisé, non seulement par les Britanniques. On pourrait même décrire cela comme une loi de la physique. Donc, on ne peut vraiment pas argumenter que les deux phénomènes ne sont pas liés. Donc, on a souligné cela en se fondant sur la jurisprudence canadienne. Et nous avons une partie de loi sur le prononcé des peines, l'article 27, qui est une disposition pour ce que vous nommez les rapports Gladue et qui font partie de nos lois depuis 1985 et on s'en sert presque jamais. Donc, ça m'a montré un peu les différences entre les lois formelles et les faits pratiques des lois. C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait une infrastructure qui sous-tend les mots sur la page, même s'ils sont exprimés par des organes de rédaction de loi, n'ont pas de sens. Donc l'article 27 a fait l'objet de discussions au début des années 2000 par certains juges
qui pensait à l'avenir. Et on en a traité dans cet arrêt Birkeland qui est de 2021, 2022, je ne me rappelle pas. Une des choses qu'on a dites et que j'aimerais répéter ici, à cause de vos résultats partagés du côté des rapports GLADU, et pour revenir à Ipili, et le problème avec Ipili, c'est que le rapport, ce n'est pas l'objet, c'est exactement ce que vous venez de dire. Ce qu'on nous percevons comme effet de l'article 27, c'est que ça offre une plateforme pour intégrer la communauté dans le processus de prononcer des peines. Et c'est là l'objectif. Si une organisation communautaire, ça peut être une tribu ou un autre groupe, c'est peut-être pas des Maoris. Si une organisation communautaire de la communauté d'où provient ou d'où vit le contrevenant peut être présente devant le tribunal pour dire au juge, juge, nous connaissons cette personne, il ou elle, normalement il, provient de notre communauté, notre collectivité. Nous avons des programmes, nous connaissons les parents, les proches de cette personne. Nous savons qu'il y a des possibilités pratiques qui touchent cette personne qui est mon neveu, mon voisin. Et là, on remplace le formalisme du processus de punition, on le remplace par le communautarisme dont parlait Albie et Stephen dans le processus de réhabilitation, de réintégration des contrevenants dans la collectivité. Alors, le processus, c'est non seulement d'apprendre des choses au sujet de la personne, beaucoup de choses, on l'espère, mais d'intégrer la communauté dans le processus pour partager le pouvoir avec cette communauté. Et ce faisant, on réalise quelque chose que les juges et le système de justice pénale n'a jamais pu faire, qu'il est incapable de réaliser à cause de ce que je perçois comme étant le fait que l'État ou le système de justice pénale a les mains d'un tyrannosaure rex, donc des toutes petites mains qui ne peuvent pas, qui n'ont pas une portée très profonde. Alors si vous intégrez la communauté, il y a beaucoup plus de portée et il est fort plus probable d'éliminer les récidives. Alors le problème avec les systèmes de justice pénale de l'État, c'est qu'ils sont vraiment mal intégrés dans les communautés, donc ils n'ont aucune idée de quelles sont les ressources communautaires qui seraient déployées au meilleur escient pour aider ce délinquant en particulier. Bon, ça n'a rien de nouveau. Les Britanniques l'ont fait pendant des centaines d'années. Dans les comtés locaux, je crois que le Lord Reed vous en dire bien plus là-dessus, mais le système juridique villageois profitait du fait que c'est la communauté qui détenait, qui possédait le problème et était prêt à partager le règlement. Et donc on l'a vu dans des processus en vertu de l'article 27 et les résultats sont merveilleux. C'est pas parfait, mais il y a toujours un délinquant qui va dire non, je vais continuer à contrevenir aux lois. Mais dans beaucoup de cas particuliers, la probabilité que vous pourrez régler les problèmes de cette personne, à notre avis, sont très sensiblement augmentées. Donc ça a été notre processus d'apprentissage. L'autre chose que je voulais mentionner, et ça ne se sait pas à grande échelle, mais vous allez en être au courant. Pour un homme maori né en 1980, quand arrive le moment où cet homme a 35 ans, 10% de ces hommes-là, de ce groupe-là, aura été en prison pour quelqu'un né en 1980. Donc, les enfants de la génération qui étaient les réfugiés économiques.
tout à fait prévisible. Mais leurs fils et leurs neveux sont incarcérés à 1/7 du taux de leurs pères et leurs oncles. 1/7. Et non seulement, les statisticiens nous disent que le taux d'infraction est d'1/7. Et ce n'est pas seulement pour les personnes autochtones, c'est un phénomène assez généralisé dans le monde occidental. C'est extraordinaire que ce n'est pas quelque chose de plus répandu. Alors, je n'ai rien entendu. Je travaille dans les sciences sociales, peut-être c'est de ma faute, et je n'ai trouvé aucune explication pour cela. Pour les personnes autochtones, une diminution de 6/7, c'est quelque chose de révolutionnaire. Ça, c'est le taux chez nous, et j'imagine que ça doit être assez semblable ici. Et je soupçonne aussi que les raisons sous-jacentes à cela sont le profil plus élevé et un point de vue plus positif quant à l'indigénéité, la culture autochtone dans la communauté élargie. Le fait qu'on accepte l'éducation des langues autochtones, la place que prend la culture autochtone dans les communautés, la célébration de la culture autochtone dans le récit narratif national, l'élimination de ce fardeau d'être autochtone chez les enfants et les petits-enfants, des gens qui ont perdu leurs capitaux et qui ont vu leur autonomie être supprimée. Donc une élimination partielle de ce fardeau, je crois, nous donne ces résultats assez surprenants et qui ne sont pas proclamés à grande échelle. Si c'est vrai, on est peut-être tout à fait par hasard sur la bonne voie. Merci. Alors maintenant, j'aimerais passer au deuxième thème, c'est-à-dire, est-ce que les cours suprêmes peuvent faire de la place aux droits autochtones, aux droits indigènes? Par cela, j'entends les droits des peuples autochtones eux-mêmes, comme le droit cri ou le droit maori, par opposition au droit étatique qui traite des peuples autochtones, ce que nous appelons au Canada le droit autochtone. Alors, j'aimerais souligner le fait que le droit autochtone est maintenant enseigné dans les facultés de droit au Canada et en Nouvelle-Zélande. Il y a une demande de plus en plus forte de reconnaissance de ce droit par le système juridique traditionnel. En fait, c'est une manifestation de l'autodétermination. Comment est-ce que ça se passe en Nouvelle-Zélande? J'ai entendu parler d'une affaire nommée Alice. Est-ce que vous pourrez nous en parler? Parfois, on dit Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, par ceux qui s'y opposent. En fait, est-ce que je peux vous donner un peu de contexte? Il existe une sensibilisation assez grande du défi de la reconnaissance de la coutume maori. L'ordre juridique maori, on dit tikama en maori, c'est le mot pour loi. Tika, c'est correct. Tikana, c'est la voie correcte, la bonne façon de faire les choses. Alors, pour comprendre ce que je dis, je dois vous expliquer un peu les mots. Le système de loi maori, c'est un système polynésien du Pacifique de l'Est. J'ai de la famille qui va jusqu'à Hawaï, qui va jusqu'à l'île de Pâques et qui va jusqu'à mon pays. Donc c'est un grand triangle polynésien. Tous les peuples qui vivent dans ce triangle partagent une culture de base. Ils parlent toutes des langues différentes, mais
Et essentiellement, c'est la culture océanique de base qui est là dans toute la région. The key L'idée clé derrière ce système juridique, c'est le système de lien. Si vous êtes allé à la faculté de droit, si vous êtes allé à l'université, je vais vous dire que les concepts clés dans le système de common law, c'est les contrats, la liberté et l'autonomie des contrats, la relation entre les personnes, ma relation avec la planète est décrite en se servant du terme propriété, et il y a une autorité de prise de décision qui administre ma communauté. Si j'avais une parenté avec quelqu'un qui exerce cette autorité, cela serait tout simplement interdit. Tikama n'est pas comme ça du tout. Ce qui alimente les relations entre les personnes, c'est les liens de parenté. C'est inscrit, c'est imposé, même son de cloche pour vos obligations. Ma relation envers la planète n'est pas qualifiée comme propriété, mais plutôt comme lien de parenté. Je relève de la planète, et s'il y avait 6 mois, je pourrais vous donner la généalogie complète. Ces lignes sont... cette descendance est directe. Je descends de cet arbre, je descends de ci, de ça. Mes ancêtres avaient raison. C'était les scientifiques qui ont dit que 18% de l'ADN des arbres est partagé avec les êtres humains. Donc les arbres sont mes oncles et mes tantes. Une des River Tribes a dit « Je suis la rivière et la rivière, c'est moi ». C'est une phrase très populaire en Californie, mais ça c'est leur position officielle. La rivière, pour eux, c'est leur famille. La rivière leur doit des responsabilités, maintenir et préserver, et les êtres humains lui doivent des responsabilités juridiques, à savoir protéger, maintenir, et parmi les êtres humains, il faut qu'il soit la voix de la rivière. Il s'agit d'un système juridique holistique dont le cœur, c'est le concept des droits et responsabilités des liens des parentés. Tous les systèmes polynésiens découlent de ce système. Donc, dans l'affaire Peter Ellis, l'affaire Ellis, désolé de m'éterniser, dans le cas de Peter Ellis, c'était un cas d'abus. Peter Ellis était un travailleur de la protection de l'enfance. Il n'a pas demandé appel au Conseil du privé. À l'époque, on n'avait pas une cour suprême, c'était seulement en 2014 ou 2004. On vient de célébrer notre 20e anniversaire. Juste avant que vous célébriez votre 105e anniversaire. C'est comme si je portais encore des couches. Il lui restait un recours, et en 2018-2019, il a demandé un congé pour demander appel devant la Cour suprême. 20 ans après, sa dernière tentative a réexaminé
la cause et 30 ans après les événements allégués. Il a demandé congé, on lui a accordé. Après avoir examiné les preuves, on a exprimé nos préoccupations par rapport à ce qui s'était passé, malheureusement. Il a été atteint du cancer et il est décédé avant qu'on puisse entendre son appel. Ensuite, il y avait une demande de poursuivre le processus malgré son décès, le processus d'appel. Nous avons entendu la demande. Durant l'audience, pour qu'il y ait la cause posthume, un juge a demandé ce que Tikama devrait dire pour ce qui est de la continuation posthume. Les parties, durant la pause, se sont rencontrées et ont décidé qu'il s'agissait d'une question importante. Toutes les parties étaient du même avis, les intervenants aussi, et ont demandé qu'on lève la séance. Ils ont demandé un ajournement. On s'est mis d'accord sur l'ajournement et ils ont rassemblé les experts Tikama. C'était un regroupement qui a duré 2 jours dans une maison située à Wellington. Ce qui a découlé, c'est une déclaration de Tikama par rapport à la cause. Un document de 3 pages qui disait voici ce que Tikama dirait de cette continuation. Ils ont dit qu'on devrait poursuivre pour les raisons suivantes. Il fallait décider si on voulait donner permission à cette continuation. C'était une cause canadienne assez célèbre, j'oublie le nom. Marshall, si je ne me trompe pas. Il y a une cause de la Cour suprême du Canada portant sur la continuation. Est-ce que Tikama devrait intervenir dans ce contexte? Pourquoi est-ce que c'était remarquable? Eh bien, Peter Alice n'était pas maori. Ses victimes non plus n'étaient pas maoris. Vous voulez savoir comment le common law devrait intervenir? Toutes les parties, y compris la couronne, se sont mis d'accord qu'il fallait aborder cette question. Tous ont convenu que Tikama devrait avoir voix au chapitre dans la conception de principes dans le common law, dans des appels pénals pour une continuation post-mortem, posthume. Donc Tikama devrait avoir voix au chapitre parce que nous utilisons le common law dans le Pacifique et on n'émane pas de l'Angleterre, on n'est pas amarré à la Grande-Bretagne, aux États-Unis. Nous avons nos propres traditions. On se sert du common law et on se sert des liens de parenté Tikama. Le juge de la Cour suprême a dit que lorsqu'on pense à Tikama, ça nous donne des nouveaux termes pour aborder les mêmes enjeux. Cela m'a interpellé. Lorsque j'ai examiné les différentes considérations pour voir ce qui serait de l'interprétation de Tikama d'une continuation posthume, il m'est venu à l'esprit que Tikama et le common law ont des points de vue très similaires pour des raisons très semblables. Et le nouveau vocabulaire offrait une certaine clarté pour évaluer la loi dans un contexte précis. Et selon nous, cela c'était
incontournable. On a dit que la cause devrait se poursuivre et de façon unanime, on a dit que Tikama était pertinent à la décision. Donc je vous encourage à lire la décision qui a été prise. Alors pour ce qui est des cours de tribunaux au Canada, pourquoi est-ce qu'ils devraient emboîter le pas à la Nouvelle-Zélande? Alors pas encore, mais il y a du mouvement sur ce front. Il y a une cause qui découle de 1867 qui reconnaît cette cause. Il y a différentes causes qu'on a abordées dans l'histoire du Canada. On a nié compétences autochtones. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Mais en 1982, il y a des causes qui relèvent de l'article 35 où la Cour a reconnu que les peuples autochtones possèdent des traditions juridiques et que celles-ci peuvent éclairer la perspective autochtone sur les droits et titres autochtones ainsi que l'intention commune des parties à un traité. Cela dit, l'engagement passé en faveur du droit autochtone dans une perspective autochtone a été assez limité. Toutefois, dans la récente décision Restool, la Cour s'est largement inspirée des principes juridiques Anishinaabe, non seulement pour interpréter l'intention commune à l'origine des traités, mais aussi pour éclairer la signification de l'honneur de la couronne dans cette affaire, ainsi que l'approche des réparations. Il y a un autre cas, l'année passée, dans le revoir relatif à la loi fédérale sur la protection des enfants autochtones, la Cour a adopté une métaphore de la réconciliation comme étant le tressage du droit canadien, du droit international et du droit autochtone. Ces deux exemples vont plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je pense que les tribunaux pourraient et devraient s'engager plus fermement dans les lois et les compétences autochtones, même si je pense que notre approche devrait être un hybride entre l'approche de la Nouvelle-Zélande et la reconnaissance de l'autonomie tribale aux États-Unis. D'après ma compréhension, l'approche de la Nouvelle-Zélande prévoit que la prise en compte des lois autochtones se fasse exclusivement dans le cas des tribunaux de l'État. Si je reviens à vos commentaires, vous avez dit qu'il n'y a pas les mêmes unités politiques au Canada que les nations des Premières autochtones. Le paysage est différent au Canada. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Les peuples autochtones ont besoin d'un espace pour leurs propres institutions, pour qu'ils puissent interpréter et appliquer leurs États-Unis aux États-Unis. L'autonomie interne des tribus est reconnue depuis longtemps et au fil des ans, les tribus ont mis en place leur propre système judiciaire pour reconnaître des affaires civiles et pénales. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones nous donne des lignes directives pour faire la distinction entre ce que j'appellerais des questions internes aux peuples autochtones et ce que je parle de disputes intersociétales. Cette distinction est là. On veut créer un espace pour des enjeux internes, pour être entendus par des institutions qui relèvent des nations autochtones et des cours qui étudient des disputes intersociétales. C'est une distinction importante qui doit être faite. En ayant un ensemble de lois, tout en ayant des tribunaux, va permettre de régler certaines préoccupations mises de l'avant par certains universitaires. Comme ça, on peut éviter une malinterprétation ou des perturbations. C'est pour ça que tous ces éléments doivent travailler main dans la main. Alors, ce que j'envisage,
c'est qu'il y aura un ensemble de lois robustes qui vont être conçues au sein des institutions à l'interne des nations autochtones qui peuvent ensuite éclairer des lois autochtones. Les deux se complètent de façon utile. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. Pour ce qui est de cette vision, il y a certaines résistances à tendre la main à une gouvernance autochtone. Nous restons dans l'ombre de la décision Pama-Chewan de 1996, selon laquelle un droit à l'autonomie gouvernementale doit être prouvé comme faisant partie intégrante et distinctive d'une culture pré-européenne. Cette décision a été fortement critiquée par son caractère trop restrictif. En 30 ans, aucun groupe autochtone au Canada n'a réussi à satisfaire à ces critères. Mais cette question évolue de manière très intéressante, notamment dans plusieurs décisions de la Cour en 2024, et je pense qu'elle continuera d'évoluer. La Cour n'est pas revenue sur la question du statut de l'autonomie gouvernementale en vertu de l'article 35, mais elle a confirmé que lorsque les gouvernements prétendent reconnaître ou promouvoir l'autonomie gouvernementale autochtone, dans leur interaction avec les groupes autochtones, ils sont alors tenus par l'honneur de la couronne de se comporter en conséquence. Je l'ai dit à mes étudiants, il faut joindre le geste à la parole. Il faut vraiment joindre le geste à la parole. Donc il y a la jurisprudence qui est développée. Cette jurisprudence m'amène à penser que nous sommes peut-être en train de passer de la préoccupation de prouver certains droits à l'autonomie gouvernementale, à celle de les accepter comme des droits fondamentaux et de nous concentrer plutôt sur leur mise en œuvre. Le pourquoi, on le laisse derrière et on dit comment les mettre en œuvre. Et la déclaration des droits, la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est très encourageante. Déclaration des Nations Unies, justement, et là, je pense que je saute peut-être une question, mais est-ce que, justement, c'est pas la déclaration quelque chose qui peut aider à la reconnaissance, à motiver les tribunaux à s'engager dans cette voie-là? Oui, je pense que le potentiel est énorme. La Commission de vérité et de réconciliation du Canada a déclaré dans son rapport que la déclaration, a recommandé dans son rapport, que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones devrait être le cadre de réconciliation ici au Canada et que le gouvernement, après ça, le gouvernement fédéral ainsi que certains gouvernements provinciaux et territoriaux ont maintenant embrassé cette idée en adoptant des lois de mise en œuvre. Et dans 2 décisions de la Cour de l'année dernière, la Cour a déclaré qu'un des effets de la loi fédérale de mise en œuvre était d'incorporer la déclaration dans le droit positif du Canada. Et dans l'affaire Dixon en particulier, la majorité ainsi que la dissidence ont utilisé la déclaration pour interpréter l'article 25 de la Charte. Et tous ces développements indiquent que la déclaration a maintenant un impact plus important sur le droit canadien. Et je suis d'accord avec la Commission de vérité et de réconciliation pour dire que l'utilisation de la déclaration comme guide nous fera progresser de manière significative vers une véritable réconciliation. L'essentiel, vraiment, d'après moi, c'est de comprendre l'histoire, le contexte et le contenu de la déclaration, car elle nous fournit un ensemble riche et nuancé des principes, en particulier autour du concept de l'autodétermination. L'une des principales motivations de la déclaration était de proposer une approche à l'autodétermination spécifique aux Autochtones. Et de nombreux articles de la déclaration nous éclairent que cela signifie. Puis, en plus, la déclaration encadre ces droits comme des droits humains fondamentaux parmi tous les autres droits fondamentaux qui sont reconnus par les Nations Unies. Je considère que les juristes ont un rôle très important à jouer pour aider les avocats ainsi que les tribunaux
à mieux comprendre comment la déclaration peut être interprétée dans différents contextes. Et c'est ça que j'essaie de faire dans ma thèse, en ce que j'écris sur l'autonomie gouvernementale, mais il y a beaucoup de travail à faire sur des questions du territoire, des droits des territoires aussi. Alors, je vais laisser ça là. All right. Et en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y a la possibilité de se servir de la DNU-DPA quant au droit autochtone, la reconnaissance du droit autochtone? Oui, mais la DNU-DPA n'est pas aussi présente dans la sensibilisation du public que chez nous. Probablement parce que le site du débat, c'est le traité de Waitangi. C'est le traité à l'origine entre la couronne britannique et 550 chefs au pays en 1840. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que c'est un traité cadre, ce n'est pas une cession de terre ou d'amitié. C'est un traité en deux langues, la langue anglaise, les articles clés, il y en a seulement 3, indiquent que la souveraineté est cédée à la reine. Deuxième article, c'est un échange pour le fait qu'elle accepte de protéger la position des Maoris quant à leurs terres, leurs pêches, les propriétés qu'ils ont, pour tout aussi longtemps qu'ils veulent en disposer. Et le troisième article, c'est une garantie de droits égaux, très intéressant en 1840. Ils avaient tous les droits et privilèges des sujets britanniques. Donc ça, c'était quelque chose d'assez radical à l'époque. Donc très beau en anglais, rédigé par des avocats. C'est comme ça que ça se lit. C'est tout à fait facile à comprendre à quelqu'un qui travaille en common law. Mais les Maoris pensent, nous avons DNU, DPA, le texte Maori ne le dit pas. Et c'est le texte dont que tous les chefs ont signé. Et presque aucun des chefs parlait anglais. Donc dans le texte Maori, ce qui a été cédé à la couronne, c'est quelque chose qu'on appelle Kawanatanga, qui est une translittération de Kawana, donc le gouverneur, Tanga, donc le fait d'être gouverneur, l'autorité du gouverneur. Et ce que les chefs conservent, ce ne sont pas les droits à l'immobilier, mais le Tinoraka Tinatanga sur leurs terres, les villages et leurs possessions. Tinoraka Tinatanga signifie souveraineté. Par exemple, dans la prière, le Notre Père, alors, bon, vous pouvez m'ignorer si vous n'êtes pas catholique, que votre règne arrive, c'est Katan Maitoina Tiratanga en maori. Donc, le royaume de Dieu, c'est Naura Tingatanga. Les évangiles ont été traduits en maori 20 ans avant la signature du traité de Waitangi. Et la majorité des chefs du Nord comprenaient ces idées fondamentales de texte saint. Donc, dans le texte maori, l'autonomie est garantie. Et au troisième article, ce sont des droits égaux. Donc, il y a une tension entre les deux textes qui semble rendre le tout frauduleux, mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que ce que ça démontre, c'est que c'est le fruit de débats très détaillés quant aux droits aux ressources, aux terres et les droits d'autonomie gouvernementale qui font l'objet de débats ici. C'est quelque chose qui est arrivé dans mon pays, qui découle du document de Waitangi plutôt que de la DNU-DPA. Et ce qui sous-tend le débat de l'autonomie, c'est quelque chose de plus organique que chez nous, parce que nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas d'article 35
le traité de Waitangi a un statut juridique ambigu. On ne peut pas le mettre en application de façon directe. Les autorités répètent ça depuis 150 ans. Mais c'est très important du point de vue politique et du point de vue moral, bien sûr. Donc, nous avons un processus de régler les revendications historiques où les tribus ont été outillées par ce processus de régler des revendications quant aux pertes historiques avec la couronne. Ce processus de révitalisation des tribus, même s'ils n'ont pas de réserve de terre ou d'unité de compétences juridiques distinctes, c'est la revitalisation de la langue maori pour que maintenant il y ait des centaines de personnes qui parlent maori dans mon pays, y compris environ 100 000 personnes qui parlent maori qui ne sont pas maori. Il y a un environnement qui est favorable à ce genre de discussion. Pas parce qu'il y a une loi hiérarchique qui le dit, mais plutôt que c'est une réalité ascendante qui le motive. Donc la situation est un peu différente de celle au Canada. Ce n'est imprévisible et teinte d'anarchie à l'occasion, mais c'est authentique et ça c'est très important. D'accord, alors peut-être, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais parler de quelque chose dont on ne peut pas s'engager une comparaison très visible quant au droit aux terres, les consultations, etc. Mais ça soulève une question d'ordre plus général du rôle des cours suprêmes, des tribunaux de dernière instance pour aider l'évolution de la voie. Et ça, c'est évident, surtout dans les causes quant aux causes indigènes, où les tribunaux ont pris des progrès assez substantifs, par exemple Calder ou la Nation Haida, mais d'autres tribunaux peuvent avoir leur propre point de vue sur l'étendue des droits des Autochtones. Au Canada, il y a cette métaphore du dialogue, on a parlé de Peter Hart plus tôt, un dialogue entre la Cour suprême et le Parlement en ce qui concerne la portée des droits garantis par la Charte. Donc ma question est, y a-t-il eu un dialogue, on peut commencer avec la Nouvelle-Zélande, donc entre votre Cour suprême et l'exécutif dans le processus de la construction d'une jurisprudence en matière de droits indigènes ou autochtones. Donc la Constitution est assez désorganisée et organique. Donc le dialogue, c'est ce que fait le dialogue. Il y a un manque de formalisme dans notre Constitution, mais existe le dialogue. Et ça, c'est normalement très important. Il y a quelques mois seulement, il y a eu un exemple de ce genre de dialogue. En 2 minutes, je vais le résumer. Oui, vous avez 2 minutes. Il y a eu une revendication quant au droit aux zones matières et côtières. Et il y avait eu une loi mise en œuvre, la loi sur les zones marines et côtières, qui donnait un critère assez rigoureux pour l'acquisition du titre coutumier ou droit indigène à ces zones marines et côtières et au fond de la mer. Et cette loi empruntait beaucoup d'Algamuk. La Cour de l'appel a interprété cette loi d'une façon qui a surpris l'exécutif et l'Assemblée législative. Il voulait présenter un projet de loi pour renverser cette décision de la Cour de l'appel. Avant que ça puisse se faire, il y a eu un appel à la Cour suprême et on a rapidement disposé. On a entendu en novembre. Le projet de loi devrait être présenté à la Chambre en décembre. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un jeu, une course à ce moment-là quant à la Constitution. Mais on pensait qu'il était important de donner aux partis et l'Assemblée législative l'avantage d'avoir notre
point de vue de ce que cette loi était censée représenter en pratique. Pas parce que l'Assemblée législative allait renverser une décision d'une cour inférieure à nous, mais c'est à cause de cette idée du dialogue. L'idée que l'examen judiciaire pourrait éventuellement donner lieu à des précisions d'un processus législatif qui n'était pas bien conçu pour les faire émerger et que ça pourrait aider à l'élaboration de la législation. Et c'est ce qu'on a fait. On a rendu la moitié de la discussion 2 semaines après le début de l'audience. Assez étoffé, mais il y en a certains qui ont critiqué le tribunal pour s'ingérer dans des processus législatifs. Mais d'autres l'ont trouvé très utile, pas en tant qu'une opinion libre quant aux droits des autochtones ou des indigènes sur les zones marines et côtières et ce que la loi est censée en faire, mais plutôt un point de vue exprimé quant à des faits en particulier, des controverses en particulier, où la façon de mettre en application pratique la loi pourrait faire l'objet d'analyses judiciaires et de commentaires pour aider les rédacteurs des lois. Ce processus continue, donc je ne peux pas vous dire quel résultat ça aura, mais je peux vous dire que le projet de loi n'a pas été présenté à la Chambre et que maintenant il y a une évaluation très détaillée, approfondie, entreprise par les conseillers de l'exécutif quant à ce qu'on devrait faire maintenant. Et ça me semble, à moi et à mes collègues, d'être une façon très saine de s'assurer que les lois que nous allons produire, soit par des décisions ou l'élément législatif, sont de la meilleure qualité dans un des domaines du droit les plus controversés chez nous. Alors, mon espoir, c'est qu'il en résultera quelque chose de positif, quel que sera le résultat. Est-ce qu'il y a des exemples de ce genre au Canada pour arriver à une jurisprudence de droit autochtone? Donc, j'ai quelques idées ici pour répondre, vu qu'on a dû sauter certaines questions. Je vais chercher à intercaler certains points essentiels que je voulais exprimer. Une des premières choses que je voulais faire, c'était c'est que beaucoup d'endroits où on en est avec les personnes autochtones et la loi canadienne pour l'améliorer est dû à des actions de résistance et d'exercer pression. Rien n'a été donné librement. C'est dû aux efforts de résistance des peuples autochtones. Donc, on a eu aussi des situations très chaotiques et ça a vraiment éclairé le résultat qu'on a obtenu. Je vais en revenir un peu plus tard. L'autre chose que je voulais dire, une des choses que je voulais dire, et je veux l'intercaler ici, c'est la question des droits autochtones, de pertinence culturelle. Il y a aussi une question de légitimité pour l'État canadien et le fait que nous sommes dans un pays sur des terres où les gens qui étaient ici, où il y avait des gens qui étaient là avant, et un système juridique qui a longtemps nié le droit aux terres et le droit à l'autodétermination. Donc le projet du Canada aussi concerne la légitimité, ce qui entre en jeu de ce dont on parle quant à l'article 35, même quand l'article 35, quand ça a été intégré à la Constitution en 1882, c'est le fruit d'une longue et dure lutte. Les Autochtones sont allés au Royaume-Uni pour demander à la Cour de l'appel britannique d'empêcher la repatriation de la Constitution. Donc, et ce qui a été intégré à l'article 35, c'était une déclaration d'ordre général, les droits de traiter des droits des peuples autochtones sont affirmés par ceci. Et les demandes ont demandé qu'est-ce que ça comprend.
Et on dit parfois que l'article 35, c'est une boîte vide, mais on avait promis qu'il y aurait d'autres conférences constitutionnelles où on allait étoffer la situation. Bon, et ça a eu lieu, mais ça a échoué, je dois dire. Mais en fait, c'était aux tribunaux de le faire, et cette cour, en fait, de chercher à l'exprimer en pensant à la légitimité canadienne pour créer les cadres. Et j'ai critiqué certaines décisions de la Cour, certainement. Mais quand on fonctionne sans trop d'indications pour quoi faire, on peut examiner de la jurisprudence de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou des États-Unis, mais on pense toujours que le dialogue, c'est de l'action législative effectuée par le Parlement et les législateurs. Et il y a un peu un vide au Canada. Et je crois dans l'arrêt de Soto de 2020, où on sait que c'est compliqué, mais il y a un changement maintenant avec la DNU-DPA et la mise en œuvre de loi de cette déclaration où ça indique comment passer à l'action. Mais je crois que cette déclaration onusienne nous donne non seulement un guide pour les gouvernements, mais aussi pour les tribunaux en tant que guide d'interprétation. Et le fait qu'il y a des lois de mise en œuvre nous renforce l'idée que c'est une question de dialogue. Quant à la question de dialogue, je veux vous donner une citation de Mark Walters. Enfin, je vais expliquer. Il dit que dans ce contexte, c'est beaucoup plus qu'un simple dialogue entre les tribunaux et les législateurs. C'est un dialogue qui comprend les Autochtones, leurs traités, les sources internationales, les experts. Et une chose qui devrait être claire, c'est que le droit que les juges tentent à identifier et d'exposer n'est pas le fruit de leur propre travail. Ils ne font que participer à un processus d'interprétation qui cherche à donner forme et texture à un droit constitutionnel non écrit des relations interculturelles au Canada. Les juges y jouent un rôle essentiel, mais il y a aussi d'autres participants. En fin de compte, la contribution judiciaire ne sert qu'à informer et non à déterminer notre compréhension du droit lui-même. Donc, cette complexité existe au Canada, mais ça donne lieu à une jurisprudence bien plus riche. En fait, on avait préparé d'autres questions. Il y a de très bonnes questions qu'on a posées et j'imagine que certaines de ces questions ont trouvé des réponses en partie, mais il y en a une que je veux poser. Est-ce que les juges, la présence de juges autochtones sur les cours de dernier recours ont fait une différence? Je crois qu'il y a une différence pour Alice. Peut-être que je vais demander à Naomi de répondre. Je crois qu'une représentation, oui, fait toute une différence de différentes façons. On peut, de façon plus explicite et aussi plus nuancée et subtile, je peux parler de ma propre expérience quand j'ai participé à différents conseils au sein de la profession juridique. Donc, je faisais partie de l'autorité de réglementation, mais d'être présent, c'est pas que les gens cherchent à ignorer vos enjeux de façon intentionnelle, mais d'être présent, de faire partie de la conversation, ça aide à vraiment permettre aux collègues de mieux comprendre le contexte. Et je crois que ça apporte des connaissances qui vont favoriser un dialogue plus riche. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Alors, je voulais dire que je porte une cravate de la Cour suprême du Canada. Nous n'en avons pas en Nouvelle-Zélande. Nous sommes une Cour suprême assez démunie. Mais je vais encourager notre juge en chef d'en créer. Et je vais vous en envoyer à vous tous. Donc ma réponse est oui et non. C'est utile d'avoir un juge autochtone sur une cour
suprême parce que ça contribue à la discussion. Il y a moins de possibilités pour un racisme non intentionnel de la part des collègues. C'est comme il y a plusieurs décennies, ça aurait diminué le sexisme non intentionnel de juges à la Cour suprême. Mais je crois que ça peut aussi contribuer au tribunal des connaissances, un savoir, une expérience de grandir dans une communauté maori et de connaître quelque chose au sujet des coutumes maori, de la langue maori. Et ça veut dire que je cherche à encourager la rédaction de lois qui respectent ces éléments. Donc, c'est assez évident. Je ne vais pas renverser tout le système parce que j'y contribue mes compétences, mais ça me rappelle que cette présence doit être dans toutes les salles de l'appareil judiciaire et dans les sphères de l'exécutif également, et ça semble être le projet. Et en fait, c'est pas nécessairement que vous devez être maori. Si vous comprenez le Tikanamagi, peu importe votre ethnicité pour moi. Ce qui est important, c'est que vous contribuez à la discussion en respect pour ma tradition juridique et mon expérience. Nous devons mettre au point un diplôme post-baccalauréat ou post-diplomation pour les juges de la Nouvelle-Zélande dans une des universités maoris. La première cohorte il y a eu une cohorte de juges dont aucun était maori. 16 juges ont suivi ce cours et je peux vous dire que ça a été un succès éclatant pour tous les juges, ceux qui sont maoris, qui connaissent le Tikana et ceux qui ne sont pas maoris et qui ne connaissent pas le Tikananga. Et ce qu'ils ont dit, chacun d'entre eux a dit que le processus a été transformateur. Et ce que ça leur a tous montré, c'est ce que j'entends comme changement cognitif, l'élaboration d'intuition. On nous en parle quant aux contrats et de droit public et de propriété, mais ce sont des intuitions qu'on ne savait même pas qu'on a encore, qu'on peut avoir des intuitions au sujet des liens de parenté et du lieu et de la communauté. Et une fois qu'on commence à développer ces intuitions, votre ethnicité n'importe plus. Vous allez l'intégrer dans votre vie, dans le contexte juridique. Et les lois vont évoluer de façon qui respecte cette source distincte de tradition juridique pour l'aider à ce qu'elle soit constamment pertinente au XXIe siècle. Cet équilibre entre respecter que ce n'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais que vous cherchez à maintenir et à développer sa pertinence et son importance dans la vie moderne. Ça semble être un des grands défis de la common law de façon générale dans nos pays post-coloniaux, comme le vôtre et le nôtre. Donc, mettons-nous à la tâche. Oui, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais dire à ce sujet, pour les personnes qui écoutent, en Nouvelle-Zélande, il y a la culture maori et on se dit, oui, bon, c'est excellent pour les Maoris. Il s'agit d'une nation. Au Canada, on a tellement de nations. Je n'ai pas eu l'occasion de dire qu'il se passe d'excellent travail au Canada, différentes établissements, différentes communautés pour vraiment tirer les valeurs, les principes, les façons de percevoir le monde des personnes autochtones et les gens mettent au point des cours ressemblants pour en apprendre plus sur la loi Mi'kmaq et CRI. Et je veux dire que ce genre de travail se fait, y compris à l'Institut national de la magistrature.
On finit toujours avec une petite chanson. On encourage les Canadiens de terminer avec une chanson. Albie et Steven ont fait un très bon travail. J'ai dit à Albie, il faut que... Je voulais distinguer ce groupe de l'autre groupe en chantant une petite chanson. This is a song that talks about C'est une chanson qui porte sur la survie et la lutte. Au ki marae, kai ngā hera, kai hea koutou e ngalo nei, e te iwi era. Taku aloha ki ngā tai, e ngunguru e rita mai ki te iwi e ngunguru noa nei alai. Thank you very much. It's been an honor. Merci beaucoup. Well, thank you. Merci au juge Gramont. Merci au juge William Oussoussi pour cet échange très intéressant sur un sujet qui nous tient à cœur. Il y a de réelles opportunités en matière de réconciliation pour avoir une société digne de respect. Merci d'avoir parlé de ces différents enjeux et d'avoir donné le ton.